à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de tous les sports possibles. Thierry Simard, toujours en compagnie de Pierre-Olivier Deschênes à la co-animation. Cette semaine, on va parler de plusieurs sujets, des gros sujets. Il y a bien sûr le football avec la NFL et la LCF. On a aussi la série mondiale, malheureusement. On a aussi le hockey, on a également le tennis, aussi une grosse fin de semaine encore pour nos Canadiens. Mais on va commencer avec la NFL. Tout d'abord, la semaine 9, la semaine 9 de la NFL commençait avec un match Ravens-Dolphins. Et on serait dit une semaine, c'est quoi l'intérêt de regarder ce match-là? Eh bien, c'était le match retour de Lamar Jackson. Première fois qu'il jouait depuis la semaine 4, je crois. Et la défaite contre les Chiefs, où il s'était blessé, justement. Et les Dolphins, comment dire que les Dolphins, ils sont pas bons. Hein? Ça C'est quand même continue. fou. Ouais, c'est affreux. Ouais, Depuis quelques semaines, là, ils sont rendus 2-7. Puis pour vrai, les ouais. Ravens, ils vont peut-être en remonter parce Ouais. que ils ont quand même des matchs pas tant difficiles. Puis leur division, c'est pas la meilleure. Donc ça pourrait être genre le comeback historique des Dolphins. On pourrait assister à ça, surtout avec le retour de Lamar, comme tu as dit. Ouais. Puis en plus, le truc aussi qui était surveillé avec les Ravens, c'est que même, on sait que cette année, une de leurs, qui n'est pas leur force, c'est leur défense. On est d'accord, il y a beaucoup de matchs qui ont accordé énormément de points. Puis là, c'est juste 6 points. Ouais. Je sais pas si là, toi, a mis le patch de son mauvais œil puis lancé des interceptions. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, un gros match difficile pour les Dolphins. Puis ça s'est vu parce que le lendemain, le GM a été congédié. Donc, puis là, le coach Mike McDaniels, il reste encore en place. Mais moi, je dis à la fin de l'année, gros max, il est parti. Mais ouais, c'est ça. Donc, ça va très très mal pour les Dolphins, sachant que Tyreek Hill est blessé. On sait même pas s'il revient. C'est pas le moment d'être fan de Miami. Sinon, les Giants, défaite de 34-24 contre les 49ers. 49ers. C'était un match qu'il fallait gagner, puis ils Ouais. l'ont réussi. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Sinon, les Chargers aussi, un match qu'ils devaient gagner, victoire de 27-20 contre les Titans. Je ne vais pas à dire grand-chose sur ce match-là non plus. Première surprise, dimanche, les Vikings qui ont battu les Lions, Ouais. 27-24, donc un match qui était serré, ça s'est joué par 3 points. Par contre, les Vikings pouvaient compter, si je me souviens bien, sur le retour de J.J. McCarthy. Exactement. Donc ça a dû aider, sachant que Carson Wentz s'était blessé jusqu'à la fin de l'année. Donc, les Lions, l'année passée, ils avaient fini avec 15-2, je crois. Ouais. C'était la top équipe de leur côté, là. Avec les Chiefs. Donc là, on est déjà à 3 défaites. 5 victoires. Tu sais, c'est pas. Dans la division des Lions, avec notamment les Packers puis les Bears, il n'y a vraiment rien de joué. Non, par contre, je ne sais pas si les Bears sont dans cette division-là. Je ne vais pas raconter de dinguerie. Mais en tout cas, au moins que les Packers, c'est encore très, très jouable dans cette division-là, du côté de la NFL. Sinon, après ça, il y a un match quand même assez serré. Les Falcons, on sait, il y a quelques semaines, avaient causé la surprise, avaient battu les Bills. Depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile. Une autre défaite pour Atlanta, 24-23 contre les Patriots. Donc, les Patriots Ouais, t'étais qui correct. ont C'est les... les Packers, D'accord, Lions, Bears et Vikings. OK, c'est bon. Ouais, là, c'est ça, c'est une division qui est très, très Ben, ouverte. C'est un match entre c'est divisions en plus. Packers 5-2-1, Lions 5-3, Bears 5-3, puis Vikings 4-4. Donc, s'il n'y a rien Donc, de joué, là. ultra ouvert dans cette division-là. So, comme je disais, les Patriots, victoire, il fallait gagner ce match aussi avec l'état des Falcons récemment. Puis ils l'ont gagné. Une autre surprise, les Colts qui ont perdu 27-20 contre les Steelers. Les Steelers, on sait, depuis quelques matchs défensifs, ça faisait de la peine. Là, ils ont réussi quand même à limiter les Colts à 20 points. Puis ça n'a pas été un gros match pour Daniel Jones non plus. Il a lancé 3 interceptions, a été victime de quelques sacs du corps aussi. Donc vraiment pas un gros match. Les Colts qui sont un peu revenus sur terre, j'ai l'impression. En tant que tel. Donc, il va falloir faire attention que ça leur fasse pas trop mal. Tu restes quand même 7-2. C'est pas si pire. Puis sinon, vous allez voir que c'est pas la seule très bonne équipe qui a perdu aussi. Les Broncos qui ont gagné un petit match 18-15 contre les Texans, un match assez défensif. On sait la force de ces deux équipes-là au niveau de la défense. Donc, c'est pas surprenant d'avoir un autre si petit score. Sinon, il y avait Cincinnati, les Bears, les Bengals qui affrontaient les Bears de Chicago. Là, c'était le contraire. Si autant Broncos, Texans, c'était défensif, Bengals, Bears, c'était offensif. Et comment dire que même si les Bengals, on sait, ils n'ont pas Joe Burrow, mais ils font quand même 42 points, puis ils perdent pareil. Puis c'est pas contre une puissance, là, c'est les Bears, là. C'est pas. Il faut se dire qu'il y a un problème au niveau. Ben non, on sait qu'il y a un problème au niveau de la défensive des Bengals, mais là, c'est comme la semaine dernière, ils ont marqué encore plus de 30 points, je pense, c'était pas loin de 40 points contre les Jets, ils ont perdu pareil. Tu sais, C'est deux matchs qu'ils Sinon, devaient gagner pour revenir, parce que oui. s'ils gagnaient ces deux matchs-là, ils étaient 5-4 et là, ils sont 3-6. C'est Ah, complètement c'est différent, puis rough. c'était deux équipes Oui, très prenables. effectivement. Donc là, c'est très. Non, c'est les Bengals.
pense qu'on a hâte que Joe Burrow revienne, mais même Mais encore là, tu sais. c'est ça, ils ont fait Même, 42 points et tu veux qu'ils fassent même quoi là, de Joe plus? Flacco fait pas de mauvais job. Puis Joe Flacco, je crois qu'il était blessé un bras en plus. Hein, donc, c'est rough, là. Les Bengals, je pense pas qu'il va y avoir de série cette année, à moins que ça revienne de bord. Mais là, tu sais, si t'es même pas Ben, capable de battre Joe les Flacco, il Jets. a fait 470 verges par la Ouais, passe c'est et ça. 4 touchés. Il pouvait pas faire plus que ça. Là. Ah non, c'est ça, tu peux pas faire plus que ça. Là. C'est compliqué à partir d'un moment. Autre surprise, encore là, les Packers qui ont perdu 16-13 contre les Panthers. Ça aussi, c'est une assez grosse surprise. Je peux dire deux mots sur l'uniforme des Packers, qui est quand même assez bizarre. Je sais pas si tu as vu. En gros, c'était un uniforme Tribute 1923. Il y avait des casques. Les casques étaient bruns. Il y avait une texture de cuir dessus, comme Ah des non, vieux casques c'est de pas. football en tant que tel. L'uniforme était comme bleu-brun. C'est comme pas les couleurs que tu habitué de voir avec les Packers de Green Bay. Puis sinon, c'est ça, défaite de 16-13 contre les Panthers. Ça aussi, c'est. Sur le dernier botté du match, les Panthers ont pris la Ouais. victoire. Donc, ça, c'est surprenant aussi. On le dit, cette année, c'est comme Non, vraiment étrange. Il y a rien à y comprendre. Genre, les deux défaites des Packers, c'est Browns-Panthers. c'est ça, c'est vraiment pas des bonnes équipes. Là. Mais en même temps, on dit ça, mais les Mais Panthers par sont contre, rendus tu les battes. 5-4. Panthers sont rendus Ouais. 5-4. Par contre, les Browns ils sont. C'est les Browns. C'est les Browns. Là. C'est les Browns. C'est C'est les les Browns. Browns. Effectivement. Sinon, les Rams, ils devaient gagner le match contre les Saints. Ils l'ont fait, victoire de 34-10. Pas grand chose à dire là-dessus au match pour Los Angeles. Un match qui a été très serré. Par contre, malheureusement, c'est pas le match que tout le monde écoutait. C'est entre les Raiders et les Jaguars. Un match qui s'est fini 30-29 en prolongation en faveur de Jacksonville. Donc, Jacksonville qui retrouve la chemin de la victoire. En même temps, c'était contre les Raiders. Puis aussi, les Raiders, ça fait du bien d'aller marquer 29 points, sachant que leur dernier match, ils en avaient marqué 0 contre les Chiefs, on s'en souvient. Donc, ça fait du bien. Moi, je vais parler du botté de Cam Little. C'est lui le botteur des Jaguars, si Ouais. je ne me trompe pas. Un botté de 68 verges qu'il a réussi. Je pense que c'est le plus long botté de l'histoire. Ouais, Au niveau de il la avait, NFL, il avait fait. Cam Little avait fait 70 verges en match ouais. préparatoire, mais comme c'était match préparatoire, ça comptait pas comme le record, que là, il s'est dit, bon, ben, je vais en faire un quasiment pareil pour battre le record en saison. Donc, en plus, lui, il est vraiment bon, mais ça faisait 2 semaines qu'il avait pas fait grand-chose. Comme si vous l'aviez en fantasy, il avait fait 0, -2, que là, sa semaine de repos l'a aidé, il est revenu en force, puis là, on voit que c'est quand même un bon botteur. Et aussi dans la défaite pour les Raiders, juste dire la performance de Brock Bowers, qui a eu 3 touchés et il a fait 133 verges au total. Donc très très bon match pour le jeune ailier rapproché, mais ça n'a pas été suffisant pour aller chercher la victoire. Sinon, il y avait le Super Bowl annuel entre les Chiefs et les Bills. Dans ce cas, le Super Bowl annuel des Bills. C'est les Bills qui ont encore battu les Chiefs en saison régulière. Victoire de 28-21. Je vais être honnête, c'est pas mal un des seuls matchs que j'ai regardé cette fin de semaine. Puis je peux pas dire que les Chiefs sont si bien joués que ça. Là. Sincèrement, ça a été rough contre les Bills. Les Bills, leur attaque fonctionne très très bien. Avec Josh Allen, était encore très très solide. C'est Josh Allen, on s'entend pas à grand chose. Maintenant, il faut confirmer contre les Chiefs en playoff. C'est bien beau de battre en saison régulière, parce qu'on le sait. En saison régulière, Josh Allen contre Patrick Mahomes, il est 5 victoires, 1 défaite. Par contre, en série, il est 0 victoire, 4 défaites. Donc, les Chiefs gagnent quand ça compte, d'habitude contre les Bills. Mais là, sincèrement, je vais juste faire une petite comparaison. Ça peut être boiteux. Mais l'année passée, je me souviens du match de saison régulière que les Bills avaient battu les Chiefs. Puis le match, je trouve qu'il avait été beaucoup plus serré que celui-là, en tant que tel. Je trouve que les Chiefs avaient plus été dans le jeu, ils avaient mieux joué en tant que tel, juste que Josh Allen avait vraiment hyper bien joué. Puis après, les Chiefs avaient battu les Bills en série. Mais là, je trouve que les Bills ont dominé en série. Je sais que c'est les Chiefs. Ils vont trouver une façon de gagner sur un jeu bizarre. Mais pareil, je trouve qu'ils ont mal joué. Ils ont mal joué. En tout cas, moi, je dirais que les fans des Bills, ils peuvent peut-être avoir de l'espoir cette année. Mais c'est pas le premier match que les Chiefs jouent mal cette saison. Ouais. C'est plus les Chiefs dominants tous les matchs. Là. Cette année, on voit qu'il y a des failles à quelques endroits. Là. Ouais. Puis en plus, les Chiefs sont même pas en série présentement. Une fiche de 5 victoires, 4 défaites. Donc, tranquillement, je pense qu'ils s'en viennent en bye week en plus. Donc, peut-être ça va faire du bien le repos. Un match contre les Bills avec une bye week, c'est toujours rough. Sinon, il y a les Commanders qui ont reperdu Jayden Daniels. Là, c'était pas beau à voir son bras, ce qui est arrivé. Non, vraiment Ils se pas. sont fait matraquer 38-14 par les Seahawks. Sam Darnold qui a eu un excellent match. Enfin, il a été 16-16 au niveau des passes après une demi, je crois, si je me souviens bien. Ben, il a Par fini contre, au les Seahawks, total 21-24, 330 verges par la passe
et 4 touchés. Donc, très bon match de son côté. Là. On peut pas dire que c'était un mauvais match. Par contre, les Seahawks se sont calmés parce qu'ils menaient 38-7 à la fin de la première demi, puis ça finit 38-14. Donc, ils n'ont rien fait de la deuxième. Mais par contre, ils ont juste accordé 7 points. Ils ont gagné. Puis, présentement, il y a un match qui reste présentement. Il est en cours. Il est à côté de moi. C'est le match entre les Cowboys et les Cardinals. Les Cardinals qui reviennent de leur bye week. Pour l'instant, on est à la fin du premier quart, puis c'est 3-0 l'Arizona. Donc, on va se croiser les doigts en tant que tel. En plus, c'est pas les Cardinals, c'est une équipe qui a du mal, mais qui perd jamais de gros. Puis les Cowboys, c'est une excellente attaque, une très mauvaise défense. Donc, en tout cas, ça peut être un match qui peut être assez intéressant à regarder. Sinon, pour ce qui est de rapidement les matchs de la semaine prochaine, de la semaine 10, ça va commencer jeudi à 20h15 avec un match Broncos-Raiders. Ça devrait bien aller pour les Broncos. Tout dépendant de contre qui joue les... Ben, les Bears vont jouer contre les Giants. Donc, PO, ça va être à toi de décider c'est qui tu mets comme QB dans ton starting l'année de fantasy. J'ai Bo Nix et Caleb Williams. La semaine dernière, Bo Nix s'est fait 40, je l'avais pas mis. Et là, c'est Williams qui a fait 38.7, puis je l'ai pas mis. Donc, je vais sûrement prendre encore la mauvaise décision, comme toujours. Ouais, effectivement. Sinon, il va y avoir un match dimanche à 9h30 entre les Colts d'Indianapolis et les Falcons d'Atlanta. Donc, je vais juste regarder brièvement le match et où. Si c'est à 9h30, ça veut dire probablement que c'est un match en Europe. D'habitude, c'est toujours ça. On sait que dans les dernières semaines, on a enchaîné plusieurs matchs à Londres, notamment. Le match, c'est à Berlin. C'est à Berlin. J'ai la réponse. Donc, c'est un match en Allemagne à 9h30 entre les Colts et les Falcons. Les Colts, on va voir s'ils peuvent se reprendre de leur défaite contre les Steelers. Sinon, à 13h, les Jets vont affronter les Browns. Gros match. Tout le monde va le regarder, c'est sûr à 100%. Oui, absolument. C'est pas le match le plus intéressant, ça. En plus, tranquillement, on approche du Thanksgiving américain. Hein. Je pense à ça. Je pense que ça doit être la fin de semaine d'après. Je pense que oui. Imagine, t'es comme tu regardes un match Thanksgiving américain, le match que tu pognes, c'est Jets-Browns. C'est rough, là. Hey, c'est pas fou. Non, pas fou. Juste rappeler la fiche des deux équipes. Les Jets sont 1-7, ou c'est 1-8. Les Jets ils ont une seule victoire. Ouais, ils sont comme 1-7 ou 1-8, c'est pour vous dire. Puis les Browns sont 2-6. Un truc comme ça, ou 2-7. Donc ça va pas super bien du côté de Cleveland non plus. Panthers Saints aussi. Les Panthers, on voit s'ils sont capables de continuer sur une bonne lancée. Les Saints, c'est pas une grosse équipe, on sait, ils peuvent aller chercher ce match-là. Buccaneers Patriots. Ça peut être un très très bon match à 13h aussi dimanche prochain. Deux équipes qui fonctionnent très bien. Les Buccaneers étant en bye week, donc ils n'ont pas joué cette semaine. Les Patriots qui continuent d'impressionner. Match plus serré qu'ils ont gagné cette semaine. Pareil, ça peut être très très intéressant. Vikings-Ravens, ça aussi. Là, les deux équipes, on sait, ils ont retrouvé leur carrière partant. On peut voir ce que ça peut donner. Ça peut être assez intéressant. Le match entre Minnesota et Baltimore, mais c'est un match vraiment à gagner pour les deux équipes, je dirais. Donc, l'équipe qui va perdre ce match-là va avoir mal dans sa course aux séries. Dolphins-Bills, un deuxième affrontement cette saison entre les deux équipes. Le premier lors de la semaine 3, si je me souviens bien, les Bills avaient remporté le match contre Miami. Donc, normalement, si tout se passe bien pour les Bills, ça devrait être une belle dégelée. Sinon, les Bears vont jouer contre les Giants. Les Giants, on sait, depuis la blessure de Cam Scalabou, ça va moins bien. De toute façon, c'est les Giants. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent grand-chose non plus. En plus, qu'ils ont perdu aussi Malik Neighbors. Donc là, contre les Bears, si ça va bien, une ça victoire peut importante pour les Bears s'ils l'emportent. Là. Ouais, effectivement. Parce que là, pour être 6-3, ça pourrait être quand même une bonne fiche. On ne les attendait pas nécessairement à ce niveau-là, Chicago. Également, on a Texans-Jaguars. Ça aussi, ça peut être un match très, très important pour la course aux séries des deux équipes. Les Texans, on sait, je crois qu'ils sont 3-5 et les Jaguars qui doivent être 5-3. Ouais. Donc, dans ce coin-là. Donc, deux équipes qui poursuivent une place en série. Seahawks, Cardinals aussi. Deuxième affrontement entre les deux équipes. On se souvient, le premier avait lieu lors de la semaine 3 ou 4, si je me souviens bien. En tant ça avait été serré comme match. C'était juste le dernier botté. Comme pas mal tous les matchs des Cardinals, à peu près. Là. Effectivement. C'est souvent du mauvais côté, j'ai l'impression. Ouais, ben, ils ont commencé 2-0, c'est maintenant 2-5. Donc, écoute, ça va bien. Donc, ça, c'est à 16h05. Deux matchs à 16h25. Commanders ou Lyon. On va voir si les Lions peuvent se reprendre. Là, avec la blessure de Jaden Daniels. Mais là, c'est parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il se blesse dans la même saison. Est-ce que ça va commencer à être un joueur fragile ou. Ben, moi, je pense qu'ils font revenir trop tôt, là, à partir d'un moment. Parce que là, tu dis, il est blessé. Mais il revient le match d'après.
mais il s'en blesse. Non, mais Putain, à un c'est moment donné, pas la même blessure, là. Son coude, c'était vraiment ouais. affreux, là. C'était. Genre, je sais pas, il va commencer à être un joueur à surveiller pour les blessures. Deuxième saison, peut-être que c'est juste une année comme ça. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver. Surtout qu'il y avait tellement eu une bonne saison recrue. Ça fait vraiment mal aux Commanders, là. Et sinon, à 16h25, aussi un match entre les 49ers puis les Rams, donc ça peut être un match aussi intéressant à voir. Puis le football du dimanche soir, ça va être entre les Chargers et les Steelers. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Ces deux équipes qu'on sait se battent pour notre place en série, qui sont quand même bien placées dans leur division. Mais il faut avoir attention à ne pas trop perdre de match. Les Steelers ont comme enchaîné 2 défaites de suite. Là, on regagné, mais là, ça va être important de ne pas échapper ce match-là. Puis lundi soir à 20h15, Packers-Eagles. Désolé pour les fans des Packers, on sait que vous aimez pas. On dirait que la plupart de vos matchs ont été quand même serrés et que ça a été stressant. Contre les Eagles, ça peut être un match encore stressant aussi. Les Packers jouent bien. Toutefois, il faut noter la blessure de Tucker Kraft. Si j'ai bien dit son nom, Ouais. oui. Donc, en gros, Tucker Kraft, sa saison est finie. Donc, c'est pour vous dire Puis il comment ça jouait peut aller vraiment mal. bien, là. Il jouait Ouais, extrêmement exactement. bien. C'était un des meilleurs tight ends cette saison. Puis c'est ciao, comme on dit. C'est cher. Donc, ça va être une grosse perte au côté de l'offensive des Packers. Puis, du côté des équipes qui sont en bye week, les Bengals, les Cowboys, les Chiefs et les Titans. Donc, ça va faire du bien pour le repos pour les Titans. Parce que je pense que les propos de Cam Ward n'ont pas changé encore. Mhm. We ask. Puis petit update, les Cardinals viennent de faire un touché. Donc, ça va être, s'ils réussissent le botter, 10-0, sinon ça va être 9-0. Un touché de Marvin Harrison Jr. Donc, ça, probablement, on va vous dire les résultats du match à la fin de l'émission. On peut passer maintenant, on va continuer sur le football. Par contre, on va aller du côté de la LCF parce qu'on sait que c'était le début des séries. Dans la LCF, ça commençait avec les demi-finales d'association samedi après-midi. Tout d'abord, les Alouettes qui affrontaient les Blue Bombers de Winnipeg. Et de l'autre côté, les Stampeders de Calgary qui affrontaient les Lions de la Colombie-Britannique. Donc, tout d'abord, les Alouettes qui ont réussi à remporter leur match 42-33. Donc, quand même une grosse performance offensive. Comme tu l'as dit, Davis Alexander qui est Ouais. toujours parfait. Au niveau qu'il n'a pas perdu. Les Alouettes, après un quart, ils venaient 17-0. Donc, l'offensive marche très, très bien. Puis sinon, les Blue Bombers ils ont essayé de comeback en troisième. Ils ont fait notamment 21 points dans la deuxième demi, mais ça n'a pas été assez. Donc, les Alouettes qui s'en vont en finale d'association et qui vont affronter quand même une grosse équipe, les Tiger Cats d'Hamilton. Donc, ça va être un match très, très intéressant à regarder. Juste, est-ce que tu le sais si c'est cette fin de semaine, le match, ou c'est... C'est le samedi 8 novembre, le match. Les deux matchs donc sont les samedi. 8 novembre pour les deux côtés. C'est samedi prochain, donc que le match, que ça va avoir lieu. Puis sinon, de l'autre côté, les Lions, la Colombie-Britannique, qui ont remporté un match beaucoup plus serré, cette fois victoire de 33-30 contre les Stampeders de Calgary. Donc samedi 8 novembre, comme tu l'as dit, les deux demi-finales, les Alouettes de Montréal qui vont affronter les Tiger Cats d'Hamilton et les Lions de la Colombie-Britannique qui vont affronter les Rough Riders de la Saskatchewan. Donc ça va être très intéressant à suivre au côté les finales d'association du côté de la LCF. Est-ce que tu as des prédictions à faire sur ces deux matchs-là, selon toi? Ben écoute, je vais être plate, je vais dire Rough Riders puis Tiger Cats. Moi, je pense aussi que les Rough Riders vont gagner. Ils ont été dominants toute la saison. Mais comme je l'ai dit, la même prédiction Ouais. que les Alouettes, tant que Alexander est là, ils n'ont pas perdu. Tant qu'ils n'auront pas perdu, je vais miser sur eux. Ils vont gagner selon moi. Parce que même les Blue Bombers, qui je pense qu'ils les avaient battus 2 fois en saison, mais sans Alexander, Ouais. en série, on les a battus. Puis oui, le score, c'est seulement 9 points de différence, mais vraiment, on était en domination depuis le début du match. Oui, ils ont essayé de remonter avec 21 points en troisième quart, mais les Alouettes ont fait ce qu'il y avait à faire. Et je pense que contre Hamilton, ça va être serré, mais je les vois remporter ce match-là et aller à la finale de la Coupe Grey. Donc, ça serait très bien pour les Alouettes. Ça serait une deuxième présence en 3 ans en finale de la Coupe Grey. C'est qu'ils avaient gagné en 2023. Sinon, du côté du tennis, on a encore eu une grosse fin de semaine du côté de nos Canadiens. Tout d'abord, Félix Auger-Aliassime qui s'est rendu jusqu'en finale du tournoi. C'était à Paris. Le tournoi de Paris, c'est un Masters 1000, donc 1000 points à aller chercher. Donc un gros tournoi. Et il est en finale contre Sinner. C'est Paul Carros qui s'est rendu. Il a perdu au premier tour, vraiment surprenant. Donc c'était contre Norrie. Il a perdu en 3 manches, puis pour vrai, étonnant. J'ai pas regardé le match, je vais être honnête, mais vraiment étonnant de voir Alcaraz qui a perdu. Après ça, Félix, il avait besoin de faire beaucoup de points s'il voulait se rendre en finale, la finale ATP. Faut que c'est les 8 premiers qui se rendent là. Et avec sa finale, il s'est monté jusqu'au 8e rang au classement. Et s'il avait gagné continu, il aurait confirmé sa position dans le top 8 pour les finales. Mais là, c'est pas fini. Il peut
y participer, mais il peut aussi ne pas y participer. Tout va se jouer sur le dernier tournoi de Lorenzo Musetti, parce qu'Auger Aliassime était supposé aller au tournoi de Metz, mais il est pas allé. Il a décidé de déclarer forfait parce qu'il veut se concentrer sur sa santé. Il veut être sûr d'être correct parce qu'il sait qu'il s'est plusieurs fois blessé dans sa saison, la saison dernière aussi. Donc il a mieux pas prendre la chance. Mais si Musetti, dans son tournoi en Grèce, il serait en finale, il dépasserait OK. Félix, puis c'est lui qui serait huitième. Mais il faut qu'il se rende en finale, puis il y a des bons joueurs comme Djokovic qui sont présents au tournoi. Donc ça va pas être facile à OK. faire, mais c'est là que ça va se jouer. Donc on va le savoir plus tard pour qui va être le huitième au tournoi des finales de l'ATP. C'est bon. Puis sinon, du côté féminin également, ben, Victoria Mboko s'est bien illustrée en remportant le tournoi d'Hong Kong. Oui, par contre, en tant que tel, est-ce qu'on peut relativiser sur le fait qu'il n'y avait pas énormément de têtes de série? Mais pour dire, Victoria Mboko, elle était dans le top, ben, Elle elle était était top troisième. 30, je crois. Ouais, mais elle était Mais troisième troisième tête tête de ouais. série. Ouais, du tournoi. Puis la Puis elle a battu deuxième, en c'était demi-finale. Fernandez. Ouais. Ouais, elle a battu Leilani Fernandez en demi-finale, qui était la deuxième tête de série du tournoi. Donc, c'est sûr que c'était pas un énorme tournoi de tennis non plus. Mais pareil, elle a remporté. Ça fait toujours de l'expérience en plus acquise pour la jeune Canadienne. Sinon, ben, c'est pas mal tout du côté du tennis. Bien sûr, il y a les finales de l'ATP qui s'en viennent. Puis, il y a la même chose côté WTA Ouais, aussi. c'est des deux côtés. Ouais, ok, c'est bon. Ok, c'est parfait. C'est ça en même temps? Oui, je pense que la même fin de semaine, mais la même semaine. C'est 8 joueurs, c'est des phases de poule. Tout le monde affronte tout le monde de leur côté. Jusqu'à temps qu'il y ait deux. C'est deux groupes de quatre. Ok, Chaque groupe s'affronte entre eux. Les deux qui sont le plus haut avec les victoires s'affrontent après ça en demi-finale. Puis voilà. ok. C'est comme un peu un mondial junior de hockey, là, comme À par peu près. exemple. Là. À C'est peu près. comme... Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. Sinon, maintenant. On peut-tu skipper? On peut-tu ne pas en parler? Ben, on va en parler, là, Je mais pense qu'on est bon, obligé, là. ouais, la série mondiale, c'est terminé. Et les Dodgers, l'équipe que tout le monde voulait voir remporter, c'est faux, ont gagné la série mondiale en 7 matchs, en prolongation, en 11e manche contre les Blue Jays. C'était 10e ou 11e, en tout cas. Je sais pas, j'ai 11e. essayé d'oublier 11e, ça. J'ai essayé d'oublier ce moment-là. Donc, un match qui s'est terminé par un score de 5-4. En plus, on y a cru parce qu'en début de match, il y a Beau Bichette qui a frappé un circuit de 3 points. On y croyait vraiment. Puis malheureusement, les Dodgers qui ont réussi à remporter, puis qui ont eu l'aide en même temps. Ils ont payé, mais le joueur est vraiment bon. Ils ont leur cheat code personnel qui s'appelle Yoshinobu Yamamoto, qui a lancé pas mal tout le match 6. On sait qu'il avait battu les Blue Jays lors du match 2. Puis là, il est revenu en match 7 en relance, puis il a été absolument parfait. Il n'a pas accordé un point. Puis ils ont fini sur un double jeu. Ce qui On n'a pas aidé parce était, qu'elle est on était à 2 retraits de la victoire, là. 2 retraits. on était à 2 retraits, c'est vrai. En gros, ça, c'est ce qui a fait de mal aux Blue Jays, c'est qu'ils menaient 4-3 en 9e manche. Ils avaient retiré le premier des 3 frappeurs des Dodgers. Il en restait seulement 2. Et ils ont accordé un circuit au 9e frappeur de la rotation, Alejandro Rojas. Donc, en plus, le gars, il n'avait pas tapé de circuit depuis le 19 septembre. Ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas frappé un circuit. Puis là, il égalise le match. Puis après, Will Smith, que j'aime beaucoup, il ne me gosse vraiment pas, qui va taper le circuit victorieux lors de la 11e manche. Donc, Puis comme tu l'as c'est ça le dit, but. ça s'est terminé à cause de Kirk. Il a frappé un coup, son bâton s'est Ouais. cassé, puis ça l'a amené à un double jeu. Puis il y a plusieurs qui disent que n'importe qui d'autre qui court, c'est pas un double jeu. Euh, il aurait pu se rendre au premier, mais Kirk s'est pas rendu. Et aussi, il y a eu plusieurs trucs serrés quand il y a un gars qui est venu au marbre, puis il a été retiré. Ça a pris une Ouais. demi-seconde, puis il aurait pu faire le point gagnant. Et aussi, Clement avait frappé un coup. On pensait que ça allait être bon. Les deux joueurs se rendent dedans, mais il réussit quand même à faire l'attraper pour le retirer. Mais dans la défaite, Clement a frappé un coup sûr. Et ça a été Ouais. officiellement lui qui a le plus dans une seule Ouais. saison éliminatoire dans les séries. Ouais. C'est lui qui a le record maintenant, mais ça n'a pas été 30. suffisant pour Ouais. donner la victoire aux Jays. Puis aussi le match numéro 6, la fameuse balle en dessous du mur. Genre, tout est passé si proche pour que les Jays la gagnent. Puis honnêtement, on va se souvenir de cette équipe-là pendant plusieurs années. Là. Ouais. Puis là, en plus, il y a des joueurs signés. Il y a Beau Bichette qu'il faut qu'il re-signe, notamment dans l'entre-saison. Puis il va coûter cher, on le sait. Mais pour eux, on peut pas dire que l'équipe a mal joué en tant que telle. Ben, tu sais, peut-être
la finale, le match 7, il y a certains qui peuvent dire qu'ils ont choqué, mais en tant que tel, on peut pas cracher sur leur parcours parce qu'ils étaient absolument exemplaires, puis ils ont vraiment rallié tout un pays au complet. Ouais. À partir d'un moment, si j'ai vu les statistiques sur Twitter, il était comme à partir du moment où le match 7, il y avait 18 millions de téléspectateurs au Canada, ce qui correspond à 45% de la population du pays. C'est pour vous dire comme il y avait pas loin de la moitié du pays qui regardait le match 7. Là. C'est pour vous dire comment les gens étaient impliqués dans cette série mondiale. Mais ouais, ça fait mal. Ça fait mal en tant que tel. Donc, malheureusement, défaite des Blue Jays en 7 contre les Dodgers. Sinon, on va y aller du côté de la NASCAR. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore dans l'émission, mais on va en parler. Pourquoi je parle de la NASCAR? C'est parce que c'était la finale de la saison en tant que telle. Comment ça marche la NASCAR? La NASCAR, en gros, ben, pour ceux qui connaissent vraiment pas ça, c'est du sport automobile, premièrement. En gros, ça vient d'une série que c'est, en gros, ils se basaient sur des voitures de série, comme je sais pas moi. Imaginez comme une série de courses que la moitié des chars qui s'affrontent, c'est des Ford, des Mustang, des Corolla, ben des Camry, puis genre des Chevrolet Camaro. Sauf que là, ça se base sur ces modèles-là, mais c'est énormément modifié, puis ça va plus vite. Puis c'est ça. En gros, c'est ça la NASCAR. J'essaie d'expliquer le mieux possible en tant que tel. Mais comment ça marche le système de la saison? C'est qu'en gros, ben, il y a plusieurs courses dans la saison, les pilotes ils gagnent des courses, ils accumulent des points. Puis lorsqu'arrive un certain moment de la saison, contrairement à la F1 ou à la MotoGP, par exemple, que ça avance tout le long, il y a un système de séries, des séries éliminatoires. En gros, au début, ils sont 16, ils font quelques courses, puis les 4 derniers, ou sont 12, excusez, sont 12, je pense. Puis les 4 derniers du classement sont éliminés. Après, ils refont d'autres courses, puis les 4 autres plus bas, ils sont éliminés. En gros, quand tu gagnes une course là-dedans, t'es pas mal assuré, puis t'es dans les séries de base, mais t'es pas mal assuré de te rendre jusqu'en finale. Puis le truc, ce qui fait assez polémique du côté des séries de la NASCAR, c'est que dans les dernières années, notamment si je parle de certains Joey Logano, ce qui se passait, c'est que Joey Logano, dans sa saison, qui compte pas loin de 30 courses, la NASCAR, c'est quand même beaucoup, il en gagnait une ou deux. Sauf qu'il faisait assez de bons résultats pour se qualifier en série. T'sais, il était comme 10, 11 dans le classement, mais il faisait les séries. Puis après, il arrivait en série, il gagnait une course. Donc là, il montait automatiquement dans le top 8. Puis là, il arrivait les séries pour éliminer les positions 5 à 8. Il a regagné une autre course, donc il se classait quatrième dans le top 4. Puis il arrivait en finale, puis il gagnait. Donc, il était champion comme ça. Puis les gens chialaient énormément. En même temps, c'est un peu ça le système des séries. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le sport automobile, c'est un peu bizarre de s'imaginer que la saison ne compte pas. T'sais, c'est comme si, par exemple, en F1, on considérait que le championnat, il y avait une playoff entre Norris, Piastri, Verstappen et Russell. Puis là, tu te ramasses qu'à la fin de la saison, Russell, il réussit à gagner 2 des 3 courses, c'est lui qui est champion. Tu sais, c'est comme, bof, pas tant mérité, on va se le dire. C'est un peu ça dans ce cas. Mais là, en tant que tel, là, Logano n'a pas réussi ce coup-là cette année, malheureusement. Pour lui, il y a 4 pilotes qui étaient en finale. C'est Kyle Larson, Denny Hamlin, Chase Briscoe et William Byron. Puis c'est Kyle Larson, pilote de la voiture numéro 5, qui a été classé champion. Il a remporté le championnat, même si c'est pas lui qui a remporté la dernière course à Phoenix hier, c'est Ryan Blaney, qui s'est classé 6e finalement du classement en tant que tel. Mais pourquoi je parle aussi de ça, c'est parce qu'il affrontait notamment en finale Denny Hamlin. Et Denny Hamlin, c'est un gars qui ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en NASCAR. En gros, sa saison recrue, c'était en 2006. Donc, tu sais, ça fait un moment qu'il est là, ça fait pas loin de 20 ans, ça fait 19 ans qu'il est en NASCAR. Puis pour vous dire, la NASCAR, il y a des pilotes qui peuvent continuer à piloter jusqu'à fin quarantaine, début cinquantaine. C'est des voitures qui demandent beaucoup moins d'efforts physiques que la F1. Là, tu sais, je ne suis absolument pas, je veux pas insulter les pilotes de NASCAR, c'est quand même des très très bons pilotes. Mais tu sais, au niveau du pilotage, c'est un peu moins dur à conduire qu'une Formule 1 ou une IndyCar, par exemple. Puis en gros, c'est la 7e fois que Denny Hamlin jouait le titre, puis à chaque fois, il a perdu en finale. En gros, en 2006, il avait fini 3e du championnat à sa saison recrue. En 2010, lors de la dernière course du championnat, il avait fait un tête à queue, puis il avait perdu le championnat de 39 points par rapport à Jimmy Johnson. En 2014, c'était la première année des 4 pilotes qui s'affrontaient en finale. Il avait décidé de ne pas s'arrêter tard dans la course pour des pneus et de l'essence, puis ça y avait coûté. Donc, il avait terminé 3e au terme des points. En 2019, ce qui est arrivé en finale, c'est que sa voiture avait surchauffé à cause que l'équipe avait trop mis de tape au-dessus de la grille. Ça l'a forcé à s'arrêter, puis il avait fini 4e dans les classements. Donc, il avait perdu là. En 2020, il n'avait pas mené un tour de la dernière course, donc il avait fini 4e, tout simplement, du classement.
En 2021, c'était la 3e année consécutive qu'il allait dans le Championship Four, puis il a fini 3e, derrière Kyle Larson et Martin Truex Jr. Puis en 2025, ben, cette année, donc, il menait la course. Puis pour la prolongation de la course, parce qu'il y a des prolongations en NASCAR, je ne vais pas commencer à tout expliquer parce que c'est vraiment un autre système que la Formule 1. Pour la prolongation, il s'est arrêté, il a mis 4 pneus. Puis le truc, c'est qu'en NASCAR, tu peux, oui, mettre 4 pneus lors d'un arrêt au stand, mais tu peux décider de juste en mettre 2 d'un côté. Souvent, en plus, c'est des circuits ovales. Donc, si tu mets juste les 2 pneus du circuit que ça use, du côté que ça use plus, tu sais, ça peut bénéficier. Puis en gros, le fait d'arrêter pour 4 pneus au lieu de 2, ça lui a fait perdre du temps. Puis Kyle Larson, lui, a juste mis deux pneus nouveaux, donc il a gagné la course là-dessus. Donc, c'est pour vous dire comment il n'est pas chanceux. Ça fait 7 fois qu'il qu'il est en finale de gagner le championnat de NASCAR, puis il ne réussit pas. Un année, ça commence à faire mal, puis tu sais, il est là depuis 2006. Là. Ça fait un bout, il est rendu dans la quarantaine. Un année, ça commence à être rough. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est pas toutes les années que tu peux te classer dans le Championship Four en tant que tel, donc tu sais, c'est rough pour lui. Mais sinon, Kyle Larson, c'est pas son premier titre, donc ça fait quelques fois quand même qu'il gagne le championnat de NASCAR. Si vous voulez savoir, Kyle Larson, c'est la première fois qu'il a un champion de NASCAR dans la même année. Il aussi prend départ des 500 000 d'Indianapolis. Puis pour vous dire, il a déjà dit, et je cite, qu'il était meilleur en termes de talent que Max Verstappen. Parce que lui, il pensait. Moi, je pense pas. Très bonne blague. Moi, je pense pas non plus. Mais en tout cas, faudrait voir. Equal Machinery. C'est qui des deux qui le bat. Max. Mais voir comment Verstappen a dominé les courses d'endurance qu'il a faites, là. Il domine pas Je veux juste pas avec croire une que F1. Kyle Larson est meilleur que lui, sincèrement, en tout cas. Donc, c'était tout du côté de la NASCAR en tant que tel. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut voir dans les prochaines années s'il change de format, si c'est maintenant plutôt une série de 10 courses ou ce que lui qui a plus de points, en tout cas, qui se classe après est champion, comme c'était le cas de 2004 à 2013. Ou sinon, ben, comme en F1, c'est les points finaux à la fin de la saison, comme ça a déjà été le cas avant. C'est comme le cas dans la plupart des championnats de sport automobile. Donc, c'était tout du côté de la NASCAR. Maintenant, c'était également le début de la saison dans la NBA. C'est vrai que le basketball, on n'en a pas beaucoup parlé, à part de la WNBA, bien sûr. Alors, tout d'abord, les Pacers, on se souvient, les Pacers d'Indianapolis, une équipe un peu qui n'était pas attendue l'année passée, qui avait quand même réussi à aller jusqu'au match 7 de la finale, qui sont présentement une fiche assez catastrophique d'une victoire, 5 défaites, donc ça va pas bien. Par contre, ils sont sans Tyrese Haliburton, donc ça fait quand même assez mal de ce côté-là. En tant que tel, les Celtics, qui n'ont pas Jason Tatum, qui sont 12e présentement. Les Celtics de Boston, on sait, récemment, ils ont quand même été champions quelques fois, ou en tout cas, se sont rendus loin. Donc là, 12e, ça fait mal aussi. C'est pas un bon début de saison. Là. Effectivement. Puis sinon, du côté de Philadelphie et de Chicago, ça va bien. Les Bulls et les 76ers, pardon, qui sont 5 victoires, 1 défaite. Donc ça va très très bien de ce côté-là. Sinon, dans l'Ouest, le Thunder, qui ont été champions de la NBA l'année passée, notamment avec Lou Dort, le Montréalais, sont 7 victoires, aucune défaite. Je pense que ça va bien. Ça va très bien. Du Thunder, rien à s'inquiéter. Sinon, les Spurs de San Antonio, on sait, il n'y a pas longtemps, c'était une équipe qui s'en allait un peu nulle part. En tout cas, ils n'étaient pas bons. Ils ont repêché Wembanyama. Et là, maintenant, ils sont 5 victoires, 1 défaite après 6 matchs. Donc, un très bon début de saison pour San Antonio. Wemby, il joue vraiment comme un MVP. À part son dernier match, il a juste fait 9 points, mais ça peut arriver. Mais genre, ses premiers matchs, il faisait des 30, des 40 points. Honnêtement, il était 7 et 4. Là, ils ont dit qu'il était grandi à 7 et 5. Mais là, il y a un gars qui mesure 7 et 4 qui l'a vu puis qui a dit qu'il a dû regarder en haut. Donc, il doit être rendu 7 et 6, 7 et 7. Mais il bouge comme s'il était 6 pieds 2, puis il lance comme Steph Curry. Donc vraiment, cette année, c'est vraiment un monstre. Donc il est dans les conversations pour les MVP, comme aussi Luka Doncic avec les Lakers. Les Lakers qui sont 5-2, puis Doncic, il est vraiment incroyable. 43 points, 49 points, 44 points, puis 29 points. Ça, c'est ses 4 matchs qu'il a joué. Il n'a pas joué tous les matchs vu qu'il a été blessé. Et il joue pas aujourd'hui. Toutes les stats qu'on vous donne, c'est avant les matchs de lundi. Et aujourd'hui, il joue pas. Donc il est peut-être encore un peu blessé, mais quand il joue très très bien. Puis les Lakers sont 5-2, sans même que LeBron ait encore joué cette année. Donc quand il va revenir, ils vont être encore meilleurs. Donc ça pourrait être une équipe très dangereuse à surveiller. Et sinon, du côté plus négatif, il y a les Pelicans qui sont 0-6 jusqu'à maintenant. Donc il n'y a toujours pas de victoire. C'est pas un très bon début de saison pour eux. Sinon, je me suis renseigné un peu des deux équipes qui m'intéressent. Tout d'abord, les Suns de Phoenix sont 11e dans l'Ouest. Ça va bien. C'est pas fameux. Ça va bien. Par contre, tant qu'ils battent
le Jazz de Utah, moi, je suis content. Donc, c'est ça qui est important. Puis, parce que le Jazz n'est pas très bon non plus, on va se le dire. Puis, sinon, du côté des Raptors, l'équipe qui va un peu plus nous intéresser ici de ce côté-là, ils sont 8e dans l'Est. Donc, ça va. L'année passée, ça Définition valait de les moyen, Raptors. là. Définition de moyen. 8e, tu te bats pour une place en Ouais. série, peut-être, te faut filer. Mais rien de fou. Hein. Pas comme Donc, c'est 2019, disons. Là. Ouais, effectivement. Donc, leur dernier match en date, c'était hier. Ils ont remporté 117-104 contre leur ancien cousin d'expansion, les Grizzlies de Memphis. On se rappelle, leur première saison était à Vancouver. Puis sinon, leur prochain match, c'est demain, alors qu'ils vont qu'ils vont être à Toronto pour affronter les Bucks de Milwaukee. Ça risque d'être un petit peu plus rough. À moins que, peut-être je suis pas au courant puis que les Bucks sont drop depuis quelques années, mais dans ma tête, il me semble qu'ils sont Non, ils bons. sont encore bons Donc, avec Yanis. C'est toujours une équipe qui va être dangereuse et à prendre au sérieux. c'est good. C'est good. Donc, c'est pas mal tout du côté de la NBA. Pour ce qui est maintenant du côté du hockey, on est pas mal rendu là. C'est la dernière partie de notre bloc d'actualité. Tout d'abord, première nouvelle, la série des stades de la LNH, qui est en gros une série de matchs extérieurs, va se jouer au AT&T Stadium en 2027. En gros, le AT&T Stadium, si vous ne savez pas, c'est présentement, il y a un match de football là parce que c'est le stade des Cowboys de Dallas en tant que tel. C'est la deuxième fois que Dallas va accueillir un match extérieur. On se souvient, en 2020, ils avaient accueilli la classique hivernale au Cotton Bowl Stadium. Les Stars qui l'avaient remporté 4-2 contre les Prédateurs de Nashville. Là, donc, on se dit, logiquement, si c'est un match à Dallas, normalement, les Stars sont supposés être là. Ouais. Supposés. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. On sait pas. Ça va Donc, être les Stars Canadien devraient Blue jouer. Jackets. Ah non, moi je pensais que ça allait être plus comme être Panthers Ducks. Hein. Je pense que ça allait être ça. Ouais, non, s'il Pas vous tant? plaît. Non, merci. Pas tant? Ok. Donc ça va être les Stars. Par contre, on ne connaît pas on connaît pas encore leur opposant pour ce match-là qui est en 2027. C'est cette année une autre série des stades. Je me souviens bien, c'est entre la Tampa puis Floride. Donc match à l'extérieur en Floride. J'ai hâte de voir ça. Ça va être dur pour la glace. Sinon, on a eu quelques signatures de contrat. Vous 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 souvenez, il y a quelques semaines, j'avais ri du fait que Logan Cooley, là, il ne voudrait pas signer à Utah. En même temps, être pogné 8 ans là, je comprends. Mais finalement, il a signé 8 ans, 10 millions. C'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent en tant que tel. Sinon, Martin Necas également, signé 8 ans, 11,5 millions. Donc finalement, il a décidé de rester au Colorado. Mais c'est En tant que fou, tel. Netchas, faut dire, c'est 500 000 de moins que Rantanen. Et selon moi, Rantanen est une petite coche en haut de Ouais. Netchas. Mais en même temps, Netchas connaît vraiment un bon début de saison. Donc, ils n'ont pas voulu payer Rantanen. Puis finalement, Netchas, 500 000 de moins. C'est ça qui est ça. C'est ça pour Colorado. Tant que ça va bien, ça va bien. Ivan Miroshnichenko aussi qui a signé 2 ans, 925 000 aussi, donc un petit contrat comme ça. Puis il y a comme Markstrom qui va prolonger l'expérience au New Jersey, 2 ans, 6 millions. Il faut juste éviter les blessures par contre, parce qu'on sait que Markstrom, c'est pas le gardien le plus solide de la ligue. Il se blesse souvent. Sinon, plusieurs joueurs qui ont marqué leur premier but dans la LNH. D'abord, je sais pas si tu as des. Je vais nommer les noms en tant que tel. Il y a Samuel Honzek, il y a Bradley Nadeau, il y a Matthew Wood, il y a Matthew Savoie, il y a Brad Lambert, il y a Isaac Rosen, il y a Sam Dickinson. Et il y a notre joueur préféré pour tous les fans de Team Canada Junior, Easton Cohen, le pro des tirs de barrage, bien sûr. Avec ses. Et juste pour dire, tous ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que oui, ils ont marqué leur premier but, mais c'est tous des anciens joueurs de premier tour. Donc Oui. ça, c'est le fun à voir. Et comme tu as dit, Easton Cohen, pas notre préféré, mais il réussit à se faire une place dans la Ligue nationale. Et Sam Dickinson, honnêtement, les Sharks commencent à vraiment être fun à regarder jouer. Ils sont pas encore dans les hauts du classement, ils sont encore bas, mais vraiment tous leurs jeunes, là, vraiment très excitants. Là. Oui. Celebrini, Will Smith, tu sais, ça continue. Mario Ferraro, non, peut-être pas, mais en tout cas. Michael Missa, lui aussi, avait marqué son premier but Oui. la semaine dernière. Donc, ouais, pour eux, cette équipe-là commence à être vraiment intéressante. Là. Askarov dans les buts, c'est un jeune gardien. Oui, il faut qu'il prenne l'expérience. En tout cas, ça peut être très intéressant à suivre. Sinon, pour ce qui est des matchs des Canadiens, je résumais les victoires des Canadiens en tant que tel par un post que tu m'as envoyé, puis j'ai beaucoup ri. En gros, un match des Canadiens typique cette année, ça va se résumer en les Canadiens qui vont marquer 2-3 buts. C'est pour commencer le match. Après, ils vont se faire remonter. Ils vont même accorder un but de plus, donc ils vont perdre. Il y a un joueur qui va scorer un but clutch pour égaliser, puis ils vont gagner en OT après. Oui, c'est tout compris. Le déroulement d'un match des Canadiens basic cette année. Pour vous dire, les Canadiens, ils sont 9-3-0, si je ne me trompe pas. Puis ils ont 5 victoires en prolongation. 5 victoires en prolongation. 3 fois, c'était Cole Caulfield qui a marqué. Une fois, ça a été Alex Newhook, c'est ça? C'est dans le dernier match contre Ottawa.
Puis une fois, ça a été Matheson sur une belle passe de demi-demi. Matheson. Donc, c'est ça. Donc, tout d'abord, les Canadiens qui ont commencé avec un match contre Seattle. Donc, tu peux résumer si tu veux en tant Ça que a tel, parce que je sais été pas une tant dans les matchs. victoire de 4-3 en prolongation. Les Canadiens ont pris une avance de 3 buts. Après ça, ils se sont fait comeback 3-3 et Cofield a marqué en prolongation. Donc, exactement Match comme tu l'as typique. dit. Donc, dans ce match-là, Cofield a eu 3 points, 2 buts, une passe, Suzuki 3 passes, qui continue sa série de matchs avec au moins un point. Et Dobson 2 points, il a vraiment été très très bon. Et Dobesch, encore une victoire, encore invaincu jusqu'à maintenant. Maintenant, du côté d'Ottawa, ça a été complètement différent. Une victoire de 4-3 en prolongation. Donc, les Canadiens menaient 2-0. Ils se sont fait comeback, même que Ottawa, ils ont pris les devants 3-2. En fin de match, Demida avait créé l'égalité. On voit un pattern un peu comme tu l'as expliqué. Et après ça, en prolongation, là, c'est Newhook qui a marqué sur une très très belle passe de Drake Batterson. Oui, oui, Batterson. Je sais pas à qui il voulait faire la passe. Il s'est envoyé directement Newhook en échappé. Puis pour vrai, son tir, c'était un laser. Pour vrai, c'est sûr qu'il a fait quelque chose pour améliorer son tir parce qu'avant, il l'aurait foutu dans la baie vitrée, dans les estrades, je sais pas trop où. Mais là, c'était vraiment un très beau tir de la part de Newhook. Très très bon. Dans ce match-là, Cofield, encore 2 points. Suzuki, 2 points. Continue sa séquence. Maintenant, il est rendu à 18 points en 11 matchs avec au moins un point. Le seul match qui n'a pas fait de points, c'est le premier de la saison, mais 18 points. C'est troisième à égalité ou quatrième à égalité dans toute la ligue. Je En pense top de ligue. c'est ça, c'est très très bon. Et aussi, c'était une victoire pour Montembeault. Oui, ça n'a pas été son meilleur match, mais pareil, il était allé chercher la victoire, donc ça va lui faire du bien. De son côté, on le sait que Dobesch avait joué plusieurs matchs de suite. Donc, comme tu l'as dit, les Canadiens sont 9-3-0, premier de l'Atlantique, premier de l'Est et deuxième de la Ligue nationale. Donc, vraiment, très très bon début de saison de leur côté. Les prochains matchs pour les Canadiens cette semaine, c'est demain mardi contre les Flyers à domicile. Donc ça devrait être un match qu'il devrait gagner, mais c'est le retour de Dvorak. Peut-être qu'il va vouloir marquer 5-10 buts, on sait pas. On sait pas. Ah, peut-être. Mais en même temps, son trio avec Michkov et Zegras fonctionne très très bien. Zegras est de retour. Et moi, quand il y a eu l'échange de Zegras, puis on a vu que c'était genre peeling puis un choix de 2, j'avais dit à plusieurs personnes, genre, Ouais. pourquoi on s'est pas essayé, même s'il fonctionne pas, c'est un choix de 2, puis il pourrait exploser. Puis tout le monde me dit, oh non, moi j'y toucherais pas, j'y toucherais même pas juste pour un 2. Puis finalement, je pense qu'il était à genre 12 points en 11 matchs ou quelque chose comme ça. Donc vraiment un très très bon début de saison. Sinon, jeudi, ça va être contre les Devils au New Jersey. On sait, sont dans les tops aussi de la ligue, donc ça va être un match quand même difficile. Et après ça, samedi, un autre match difficile, mais qui va être intéressant, c'est contre le Mammouth à domicile. Donc Devils, Mammouth, deux équipes très le fun à regarder, les Canadiens aussi. Donc ça va être une semaine quand même très le fun pour les Canadiens, mais ça pourrait facilement être 3 victoires, comme ça pourrait être 2 défaites aussi. À part les Flyers que je vois remporter, ça pourrait être difficile comme semaine, mais très intéressant. Sinon, la LNH a également dévoilé ses 3 étoiles du mois d'octobre. La première, Jack Eichel, en 11 matchs, 8 buts, 11 passes, donc 19 points. Gros mois d'octobre pour Jack Eichel. Depuis qu'il est sorti de Buffalo, ouais. J'ai pas à Mais dire. c'est bizarre, hein? Quand t'es plus à Buffalo, t'es plus un cancer dans le vestiaire, t'es bon, puis t'es capable de gagner, hein? C'est Puis en bizarre. plus, tu retrouves la motivation pour jouer au hockey. Ouais, tu retrouves la joie de vivre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est pas Buffalo. On pourrait. Non, mais tu sais, j'ai pitié pour leurs fans. J'ai pitié. Pour vrai, C'est assez c'est sévère. terrible. Mais je parlerai pas. Sinon, après Mark Scheifele, deuxième étoile en 11 matchs, 9 buts, 9 passes, 18 points. Puis là, maintenant, Mark Scheifele, c'est le meilleur pointeur de la Ouais. ligue. Il est à 20 points maintenant. Toi, tu es très content parce que tu l'as Oui. pris dans ton pool. Très bon choix. Puis, troisième étoile, Jacob Dobesch, le gardien des Canadiens, qui a une fiche au mois d'octobre de 6-0-0. Pourcentage d'efficacité de 0.930, ce qui est excellent. Puis une moyenne de buts alloués de 1.97, c'est en dessous de 2. C'est absolument incroyable là aussi. Rien à dire là-dessus. Gros début de saison. Là, on va voir. On voit que Martin Saint-Louis est en train de lui donner de plus en plus de matchs. On va voir c'est qui va être starter justement pour les 3 prochains matchs. Toi, justement, si t'étais Martin Saint-Louis, tu donnerais quel match à Montembeault et quel match à Dobesch là-dedans? Ben, Dobel, c'est clairement lui qui joue le mieux. Donc, si tu veux absolument gagner, c'est lui qui devrait jouer. Mais si tu veux pouvoir avoir 2 gardiens, parce que Dobel, c'est encore une recrue, il a jamais joué 50 matchs, ça pourrait être difficile. Ben, mardi contre les Flyers à domicile, c'est un match plus facile. Tu pourrais le donner à Montembeault. Puis après ça, Oui. tu donnes lui contre les Devils à l'extérieur à Dobèche. Puis lui qui fait le mieux entre les 2 matchs, le match de samedi à l'extérieur. Mais en même temps, aussi, tu pourrais dire, c'est un match qu'on devrait gagner contre les Flyers, donc je mets Dobèche pour être sûr de le gagner. Mais en même temps, Montembeault a gagné son dernier match, mais comme il dit, c'était pas le meilleur match non plus. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Mais vu que techniquement, ton partant, ton numéro 1, c'est encore Montembeault, là, c'est pas
6 matchs qu'il va dire que finalement il est plus bon. Moi, je mettrais les Flyers à Montembeault, voir s'ils gagnent, puis après ça, on rejuge après ça. Mais c'est sûr que les deux gardiens, pour moi, joueraient cette semaine. Je pense que ça va plus être une saison moitié-moitié qu'un gardien va faire plus. Donc, c'est ça que moi je ferais si j'étais Martin Saint-Louis. On est d'accord que c'est pas un truc qu'on voit très très souvent à Montréal, une saison que c'est 50-50 au niveau des gardiens. Hein? Ben, c'est sûr qu'en même temps, on a eu Price depuis. Il a commencé à jouer en 2007, je pense, 2007-2008. Donc, c'est sûr que c'était pas mal lui qui jouait tous les matchs, à part quand il était blessé, puis qu'on a eu genre Mike Ouais. Condon une année, là, mais ça. Ben Scrivens, ouais. Ouais, effectivement. Sinon, on peut passer rapidement aussi, on n'a pas parlé, mais Kill McCarr qui mène, qui joue avec l'Avalanche, qui est la première équipe dans la ligue, Ouais, il est premier au si je ne me trompe classement, pas. puis il a 18 points en tant que défenseur, comme je l'ai dit, Suzuki Ouais. était comme 3-4e avec 18 points. Ben, McCarr, c'est un défenseur, puis il est égalité avec Suzuki. Pour moi, si j'avais donné mon MVP jusqu'à maintenant, ça serait Kel McCarr, parce qu'il pourrait 18 points en tant que def dans l'équipe qui est première au classement. Juste incroyable. Puis en plus, il joue des deux côtés. Donc, pour vrai, moi, si j'avais à le donner, ce serait Kel McCarr. Puis ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un défenseur. C'est qui le dernier défenseur? Ça fait au moins 15-20 ans, là, même plus. Trophée Hart, ça? Ouais, Ouais, ça doit faire un bout, là. c'est pas comme Pronger qui l'avait gagné. Ça se pourrait, Parce que je je vais sais qu'il y a vérifier eu des là-dedans. gardiens, il y a eu Hellebuck, il y a eu Price, mais à part ça, c'était McDavid, McKinnon. Non, ça fait hyper longtemps, là, pour vrai, là. En tout cas, selon le résumé IA, je vais quand même vérifier juste pour être sûr là, que ça ne rôle pas trop de schnout. Mais le dernier en date, c'est Chris Pronger en 99-2000. Donc, Ouais, ouais, ça fait un méchant bout. ça fait 26 ans, là. Ça fait un bout. Puis sinon, après, si t'avances, si tu recules, c'est Bobby Orr, là. Et ça, ok, il y en a pas eu beaucoup, là. Ouais, non, non, je te jure sincèrement, avant, c'est Bobby Orr en 72. Que ça pourrait être un exploit fait par Kel Ouais. McCarr. Mais ça va être difficile, parce que quand tu joues avec un McKinnon, que McKinnon, genre, il joue bien, là, je pense qu'il a 19 points. Là, donc, c'est pas comme si McCarr était tout seul. Mais en même temps, un défenseur qui fait autant de points, c'est juste incroyable. Surtout quand tu regardes le deuxième meilleur défenseur, il a 11 points. Donc, il y a vraiment un jump entre les deux. Là. Et sinon, il y a aussi la course au quart 2 qui continue Oui. vraiment à être incroyable. Demidov avec les Canadiens, 10 points. Très très bon. Schaefer qui est un défenseur, 10 points lui aussi. Et puis ça c'est vraiment incroyable parce que Schaefer il est vraiment très jeune. Il a à peine 18 ans, il l'a eu il y a quelques mois. Vraiment très très bon avec une équipe qui est vraiment moyenne. Comme on en a parlé, Jacob Dobèche, très très bon. En ce moment il est dans les favoris pour le trophée Vizina. Que peut-être qu'il pourrait faire comme une Dustin Wolf et se faufiler pour le trophée Calder dans les finalistes. Ziv Bouillon avec le Wild, pas mal un des seuls points positifs avec Kaprizov. Cette équipe-là va pas très très bien. Il a 8 points en tant que défenseur. Et Emmett Fini avec Détroit qui a 8 points. Donc une très belle course. Puis il y a plusieurs joueurs qui sont à 7 points. Donc pour vrai, cette année c'est encore une très belle course pour le quart 2. Puis si j'avais à faire une prédiction, je pense Demidov Schaefer. Puis pour moi ça va être un lock ces deux-là. Dobé, je sais pas à quel point il peut garder cette cadence-là. Donc moi je dirais Demidov Schaefer et probablement Dobesh ou Bouillem entre les deux. Je crois pas qu'Emmett Fini non plus peut garder une cadence de 70 points. Ça m'étonnerait non, aussi. Puis genre des joueurs comme Kapanen, je pense pas non plus que c'est sustainable. Donc je pense vraiment que je vais jouer entre ces quatre-là. Là. C'est bon. Donc, c'était pas mal tout en tant que tel. On va passer maintenant aux 3 étoiles de la semaine. Donc, la première, c'est lui qui va donner des cauchemars à tous les fans des Jays. C'est Yoshinobu Yamamoto, le lanceur des Dodgers, qui a été parfait, on sait. Il a joué tout le match 2, il a gagné presque tout le match 6. Il est devenu en relève en match 7, il a gagné, il était Il a presque pas été quoi. voté MVP de la Série mondiale. On pouvait Ouais. pas ne pas le mettre. Pour vrai, juste ses performances, si c'était dans la saison, ça pourrait se débattre pour une étoile. Puis lui, c'était pendant la Série mondiale. Genre, j'ai rien à dire. Là. Effectivement, donc Yamamoto hyper solide. La deuxième, c'est Caleb Williams du côté des Bears de Chicago qui a complété 26 34 passes, quand même 14 de ratés, mais quand même qui est allé chercher 280 verges par la passe, 3 passes de toucher aussi 53 verges par la course avec par la un autre course. touché. Donc, pour Ouais. vrai, très très bon match de son côté. Puis il avait besoin de ça s'il voulait battre les Bengals parce que, comme on le sait, le match est fini 47-42. Donc, c'était vraiment à haut pointage ce match-là. Puis Caleb Williams montre qu'il est capable de gérer son équipe. Dans l'année passée, le monde était genre, c'est vraiment c'est un boss finalement, vu qu'il a été choisi premier, il va pas, il montre pas son vrai potentiel. Puis cette année, honnêtement, on doit lui donner, on doit lever notre chapeau. Il fait vraiment des bons résultats et ce match-là montre son talent. Là.
Puis sinon, au niveau notre troisième étoile, on n'en a pas parlé, mais c'est un gardien de but, c'est un gardien de but dans la LNH, c'est Lukas Dostal du côté des Ducks d'Anaheim, qui lors de la dernière semaine a compilé une fiche de 3 victoires, aucune défaite en prolongation, un pourcentage d'arrêt de 0.948 et une moyenne de BLW de 1,63, donc excellent pour le jeune gardien tchèque qui c'est sûr qu'il est dans les conversations. Moi, je verrais starter de l'équipe tchèque pour les prochains JO. Là. À moins qu'il y ait un meilleur gardien que ça. Je vais aller voir c'est qui les gardiens tchèques. Je vais être honnête, Ben, c'est pas. moi, personnellement, je le verrais entre lui ou Vemelka. C'est un des deux. Parce que Vemelka est tchèque aussi. C'est comme, j'ai beaucoup de respect pour Mrazek, mais je le vois pas starter. Oh! Il y a du meilleur choix. Jakub Dobeš est tchèque aussi. Oh! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Mrazek, Rittich, Vemelka, Vanecek, Dostal, Vladar puis Dobeš. Puis Vladar joue très bien aussi cette année. Qui pourrait avoir un bon combat entre ces gardiens-là. Faudrait que. Je pense pas Rittich, Vanecek non plus, mais les. Mrazek non plus, mais Vemelka, Dostal, Vladar, Dobeš. Ça pourrait être intéressant, très intéressant. Puis pour l'avenir, sont quand même 7 d'un but. Là. Oui. Pour vrai, c'est. Non, ils vont avoir du choix, les Tchèques. Je savais pas qu'il y avait autant de gardiens tchèques aussi bons que ça. Là. Ça va, non, pour eux, ils ont quand même une bonne profondeur. Là, si j'essaie de penser à l'expérience qu'eux ont, la seule que j'ai en tête, c'est Vemelka. Il a quand même l'expérience des championnats du monde senior. Il en a fait quelques-uns quand même. Mais c'est sûr que les JO, championnats du monde senior, quand tu joues contre le Canada, le meilleur pointeur, c'est pas Andrew Mangiapane, c'est Conor McDavid. C'est comme... Ouais. Mais juste pour dire, en 7 matchs cette saison, Vladar, c'est 2.10 924 avec les Flyers. Ouais. Donc ça va très très bien. C'est les Flyers, c'est pas j'ai dit que Vanecek, non, mais il est quand même 913 avec 2.00. Donc pour vrai, il y a du choix. Il y a juste Mrazek qui est 5.52 831, mais ça, c'est une autre affaire. Il joue Mrazek déjà, il est Anaheim. Ouais, il est avec Anaheim. Donc il y a Dostal. Il y a Dostal qui va super bien, puis lui qui est capable d'arrêter une ballon de plage, mais... C'est comme t'as deux duos qui se battent parce que t'as Dostal, Mrazek, puis Vanecek, Vemelka aussi, c'est un duo à Utah. Donc ça, c'était nos 3 étoiles de la semaine. Puis c'est pas mal tout pour notre émission. Cette semaine, une émission un petit peu plus courte. On va juste y aller du côté actualité. On fait nos 3 étoiles de la semaine, puis tout. C'est vrai, j'ai oublié de parler d'un truc. Charles Leclerc est fiancé. Donc... Tristesse. Comment dire que je suis en dépression? Mais... En tout cas. C'est pas grave, Charles, c'est pas grave. Je vais m'en reprendre. Puis sinon, restez à l'affût. On pense aussi faire plus de vidéos. On avait fait un challenge de trouver les overall des joueurs de NHL 26. Et on voudrait faire plus de vidéos autres, comme par exemple un redraft qu'on voudrait faire de 2015, vu que c'est un repêchage très intéressant. On voudrait faire ça bientôt. Aussi d'autres vidéos un peu plus genre historiques, comme par exemple, toi, tu voulais faire une vidéo sur la F1. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu voulais faire? En gros, parce qu'il y a certaines personnes, vous avez peut-être vu que dans la dernière semaine, il y a un procès qui est en cours, notamment en lien avec Felipe Massa, par rapport au titre de 2008 qu'il veut reprendre. Il veut récupérer le titre de 2008 à cause d'un scandale qui est bien connu dans l'histoire de la F1, qui s'appelle le Crashgate. Donc, faire une espèce d'explication de ce drama-là, ce scandale-là, puis pourquoi Felipe Massa va porter ça en cours, puis il dit qu'il mérite de gagner le titre, et pas Lewis Hamilton. Donc ça, c'est un sujet qui peut être assez facile à creuser, puis c'est juste peut-être ramener dans l'histoire en tant que tel, puis expliquer. Puis la F1, dans les dernières années, il y a eu quand même certaines dingueries aussi. Donc, expliquer ça, ça peut être pas pire. Donc, c'est ça, ça va être dans les prochaines vidéos qui vont s'en venir sur la chaîne aussi. Bien sûr, il y a bien sûr l'histoire, il y a le fameux draft all-time de l'LNH qu'on va essayer de faire un moment. C'est vrai qu'on voulait faire ça aussi, ça fait un petit bout. Puis on trouve que c'est mieux de les faire dans des vidéos séparées, parce que probablement quand vous voyez les titres des vidéos où il y a trop de sujets pour qu'on vous les mette toutes dans les titres, et aussi ça fait des vidéos un peu trop longues, et on pense que plus qu'une vidéo par semaine, ça pourrait être intéressant pour vous. Donc on s'est dit qu'on pourrait faire ça. Donc restez à l'affût dans les prochaines semaines. Donc la semaine prochaine, juste pour parler rapidement des sujets, il va y avoir le Grand Prix de Sao Paulo qui va être surveillé au niveau de la F1 en tant que tel. Le Grand Prix va avoir lieu début d'après-midi. Sinon, bien sûr, il va y avoir les finales d'association au niveau de la LCF. On va suivre ça. On va également parler de la NFL, bien sûr, ça va être la semaine 10 d'activité. On va continuer à parler de la LNH en tant que telle. On va également continuer sur la NBA. Continuer. Là, le baseball, c'est terminé. On va continuer à pleurer, mais au moins,
ça va être de notre cœur les Blue Jays de 2025 à tout jamais, mais là, on n'en parlera plus pour un petit bout. Mais en même temps, dans le baseball, c'est une des, je pense, qui ont le moins de temps mort dans leur saison morte, parce qu'il y a comme Oui. 2 repêchages. Il y en avait eu pendant la saison, il y en a un après, puis ça recommence déjà Oui. rapidement. Donc, il n'y aura pas trop de semaines sans baseball non plus. Là. Parce qu'on est novembre, puis il y a la classique de baseball qui est comme. Il y a une classique d'hiver en février, si j'ai bien Ouais, compris. donc, Puis après, je ouais. pense que le spring training commence en avril. Donc, tu sais, c'est pas un si gros gap. C'est sûr que le LNH, c'est comme ça finit, final de la coupe, c'est comme ça finit début juin, puis ça recommence après, tu as le camp d'entraînement en septembre, donc c'est pas un gros gap non plus. Mettons que c'est très loin du football. Ouais, football, ça, c'est Le football, vraiment ça long. Là. arrête début février, puis ça recommence en septembre. Là. C'est comme. Ça, c'est long en tant que tel. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le baseball est terminé, mais on va trouver d'autres sujets pour les prochaines semaines. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Dites-nous si vous avez aimé, peut-être nous donner des idées pour d'autres vidéos. On va se retrouver la semaine prochaine.